Dans la vidéo précédente, nous avons vu les différents composants de la solution Bonita et dans ce chapitre, nous allons voir en détail comment modéliser des processus dans le studio Bonita à l'aide de la notation BPMN. La notation BPMN est un standard de l'Object Management Group qui édite également par exemple le standard UML. Le but de cette notation est de fournir les éléments graphiques nécessaires à la modélisation de processus. Tout type de processus peuvent être modélisés et ne sont pas limités à un domaine particulier. On prendra des exemples relativement simples dans les exercices pour faciliter la compréhension. Mais bien sûr, on peut modéliser tout cas métier, aussi bien de la gestion de demande de prêts bancaires, du développement de nouveaux produits, vraiment tout type de use case métier. Donc le standard BPMN en fait va standardiser un ensemble d'éléments et la sémantique associée à chacun de ces éléments. Dans cette vidéo, nous allons voir les éléments essentiels pour la création de processus. On ne va pas voir tous les éléments supportés par Bonita, on va seulement en voir une sous-partie. Donc si on commence ici dans l'ordre, le premier élément que vous allez rencontrer, c'est celui qu'on appelle le pool. Donc c'est le conteneur d'un processus. Donc si on regarde dans le studio Bonita, quand on vient faire un nouveau diagramme, donc il nous permet de représenter un ou plusieurs process par diagramme, on a par défaut un pool qui est créé. On voit ce rectangle qui encadre toute l'ébauche de processus créés correspond à un pool. Donc quand je le sélectionne, ici on voit qu'il a été nommé par défaut pool et on peut accéder à ces configurations donc en bas de l'écran. L'élément suivant qu'on va rencontrer, ça va être l'événement de début du processus. Donc ça identifie le point d'entrée pour l'exécution du processus. En général, l'utilisateur, on va lui présenter un formulaire dans lequel il va pouvoir saisir des données nécessaires au démarrage du processus. Lorsqu'il soumettra ce formulaire, on commencera l'exécution au niveau de l'événement de début de processus. En général, on va plutôt chercher à avoir un seul événement de début de processus, même si dans certains cas, il est possible d'avoir différents événements de début de processus. Par exemple, un élément qu'on ne verra pas ici, mais on peut démarrer des processus à période, à fréquence régulière. Et dans ce cas-là, on peut aussi avoir un événement de début de processus classique pour éventuellement démarrer de manière manuelle le processus en cas de nécessité. Donc, l'événement de processus, de la même manière que le pool, on en a un qui est automatiquement créé lorsqu'on fait un nouveau diagramme qui est placé pour nous ici. Il ne va pas avoir de réglage particulier en dehors du nom de l'élément. L'élément qui suit ici, qui est aussi également automatiquement créé, ça va être une tâche. Donc on a deux types de tâches différents en BPMN. On va avoir les tâches humaines, donc on les visualise par ce petit icône en haut à gauche. Et on va avoir les tâches de type automatique ou tâches de service qui vont avoir ces petites roues dentées en haut à gauche. La différence entre les deux tâches est simplement lors de l'exécution sur une tâche humaine, le moteur d'exécution Bonita va se mettre en pause en attente d'une action utilisateur. Le ou les utilisateurs qui peuvent faire cette tâche vont devoir donc, un des utilisateurs va devoir se connecter par exemple au portail Bonita pour venir saisir des données, soumettre un formulaire qui donnera l'ordre à ce moment-là au moteur d'exécution de Bonita de dérouler l'étape et de continuer le déroulement du processus. Quand on est sur une tâche de type service, de type automatique, comme celle-ci, le moteur d'exécution va dérouler les traitements associés à la tâche et continuer vers les tâches suivantes. Donc voilà, les grandes différences entre ces deux tâches, c'est vraiment la pause qu'effectue le moteur, les formulaires aussi associés, parce que si on regarde dans l'onglet exécution sur une étape automatique, on y reviendra, mais on a seulement ces trois options de connecteur en entrée et en sortie et les opérations, alors que sur une étape humaine, on va trouver cette option de formulaire et de contrat en plus. Donc qui sont là pour permettre la gestion des interactions avec l'utilisateur.
on va avoir également comme élément pour terminer un processus, finalement, l'événement de fin qui nous permet de matérialiser le point de sortie de processus, le point de terminaison d'un processus. Donc par défaut, il n'est pas ajouté au modèle ici, mais on va voir comment on peut rajouter facilement des éléments sur cette première ébauche qui est générée quand on crée un nouveau diagramme. Dernier élément important, c'est les transitions, donc qui connectent les éléments BPMN entre eux. On va avoir des transitions qui connectent par exemple l'événement de démarrage ici à la première étape humaine. Pour modéliser le processus, on peut fonctionner par glisser-déposer depuis la palette qu'on a sur la gauche ici. Par exemple, si je souhaite ajouter une deuxième étape humaine, je peux venir la placer ici. Ensuite, prendre les transitions et connecter les étapes entre elles. Une manière peut-être plus ergonomique de fonctionner va être de travailler par glisser-déposer. Une fois l'élément sélectionné, on a en bordure ces différentes icônes et en glissant-déposant, on crée automatiquement l'élément qui suit avec la connexion. Il est possible de changer le type d'élément créé par défaut. Ici, on a eu une étape de type service qui a été créée. On peut, via la boîte à outils, passer par exemple à une étape humaine. De la même manière, on va pouvoir ajouter les événements, comme ici, l'événement de fin. Un élément que je n'avais pas mentionné ici et qu'on verra dans la gestion des utilisateurs qui doivent effectuer les différentes étapes, c'est la lane, donc cette subdivision finalement du processus. Donc on en a une par défaut. Ici, c'est la lane que j'ai sélectionnée. En comparaison avec le pool qui la contient, on voit que ce n'est pas la même sélection. Et ici, on a également dans la palette un icône pour ajouter les lanes, mais on y reviendra par la suite. Donc ça nous permet d'avoir une subdivision du processus. Donc pour l'exécution du processus, on va pas nécessairement avoir un cheminement linéaire, comme dans mon exemple, et une succession d'étapes uniques. On peut avoir des exécutions qui s'effectuent en parallèle ou qui s'effectuent de manière conditionnelle. Donc pour ça, on va avoir trois types de portes logiques différentes. On va avoir les portes dites exclusives, parallèles et inclusives. Donc si on les regarde une par une, exclusive signifie qu'on prend une seule des transitions qui sortent de la porte logique en fonction de conditions qui seront définies sur les transitions. On verra juste après comment on les configure. Parallèle, on va prendre toutes les transitions en sortie sans condition, donc on exécute vraiment toutes les étapes qui suivent, toutes les branches qui suivent en parallèle. Et inclusive, on a des conditions et on va prendre une ou plusieurs de ces transitions qui suivent. Petite recommandation en termes de design, on va toujours chercher à avoir, comme dans cet exemple ici, un design symétrique. C'est-à-dire que si on met en parallèle l'exécution de deux tâches en utilisant cette gateway, cette porte logique de type parallèle, on va les rejoindre en général également avec une porte parallèle, de la même manière pour les exclusives et inclusives. Et donc, le point vraiment important à retenir aussi, parce qu'on a souvent cette question, pour la définition des conditions, il faut bien définir ça sur les transitions. C'est pas sur la gateway elle-même qu'on définit les conditions, c'est sur les transitions. Donc on peut maintenant regarder dans le studio comment on va mettre en place les gateways. Donc sur cet exemple ici, je vais par exemple revenir à un process en cours de réalisation et de la même manière que je rajoute les étapes, par glisser-déposer, je peux venir placer une gateway. Donc ici, sur la parallèle, je vais pouvoir exécuter étape 3, étape 4 et un nombre comme ça indéfini d'étapes qui vont s'exécuter l'une en parallèle de l'autre. Et derrière, comme je le disais, je les rejoins en général avec une porte parallèle et la suite du processus. Donc avec ce type de modélisation, une fois l'étape 2 exécutée, l'étape 3, 4 et 5 vont s'exécuter en parallèle. Quand une étape est finie, on va être en attente dans la deuxième porte ici, dans la deuxième parallèle gateway, que toutes les étapes soient finies
avant de poursuivre à l'étape 6. Si maintenant je change de type de porte et que je passe à une exclusive, on voit qu'on a tout de suite cette erreur qui apparaît. C'est une erreur de validation en fait qui nous alerte sur le fait qu'on doit définir des conditions sur les transitions. Donc quand je sélectionne une transition ici, on voit qu'on a cette zone condition qui apparaît. Si je suis sur une parallèle, cette zone condition n'est pas visible. La parallèle, toutes les tâches sont exécutées en parallèle sans condition. L'exclusive, il va falloir définir des conditions sur chaque transition pour savoir si la transition doit être prise ou non. Donc pour ça, on peut éventuellement mettre une valeur, une constante, par exemple true ici, et la transition sera toujours prise. Mais en général, on va plutôt passer ici par l'éditeur de script qui va nous permettre d'exploiter par exemple les données métiers manipulées par le processus pour définir si la transition doit être prise ou non. Si on définit des conditions sur toutes les transitions et que par exemple toutes ces conditions sont false, donc sont évaluées à faux, on va se retrouver bloqué lors de l'exécution dans la porte 1. Donc pour éviter ça, en général, on cherche toujours à placer ce qu'on va appeler un flux par défaut, ici une transition par défaut. On la visualise grâce à ce petit symbole ici barré au début de la transition. Et en fait, cette transition va être prise seulement si toutes les autres sont évaluées à faux. Donc si mes deux transitions vers l'étape 3 et 4 sont évaluées à faux, alors je passerai dans l'étape 5. Si une des transitions est évaluée à vrai, la première qui est évaluée à vrai sera prise et les autres ne seront pas prises. Donc avec l'exclusive, finalement, l'ordre d'évaluation des conditions aussi peut avoir son importance parce que si deux conditions ne sont pas exclusives, par exemple, si on prend l'étape 3 pour un montant supérieur à 100 et l'étape 4 pour un montant supérieur à 1000, si j'ai 1500, je peux très bien prendre l'étape 3. Donc pour cela, on peut définir en fait, en sélectionnant la gateway, l'ordre d'évaluation des transitions, si les conditions qu'on a définies ne sont pas exclusives. Et toujours, comme je disais, bien se rappeler d'avoir un diagramme de type symétrique. Dernier point sur les inclusives. À ce moment-là, on ne retrouve plus cette idée d'ordre d'évaluation des conditions, mais on a toujours bien les conditions sur les transitions, parce que cette fois-ci, on évaluera toutes les transitions et toutes celles qui seront vraies seront activées. Donc on aura finalement un ensemble d'étapes qui peut s'exécuter en parallèle entre 0 et un nombre indéfini d'étapes qui peuvent s'exécuter en parallèle. Vu qu'on a des conditions, on peut toujours avoir cette logique de transition par défaut avec l'inclusive gateway qui va être prise, donc la transition par défaut, seulement si toutes les conditions sont évaluées à faux. Un dernier petit point concernant les transitions, on peut avoir ce type de design ici avec plusieurs étapes en parallèle. Sur ce type de design, on va pouvoir mettre des flux par défaut, on va pouvoir mettre des conditions ou éventuellement laisser des transitions sans conditions. Donc ça va être un type de modélisation valide, mais la logique derrière ce type de modélisation est assez complexe en termes d'exécution. Je recommanderais plutôt de modéliser ça de manière explicite avec des gateways, parce que le modèle qu'on est en train de créer, en fait, si je le redessine ici à côté, correspond à la logique suivante. On aurait étape 7 qui serait exécutée en parallèle d'une inclusive gateway qui irait vers étape 8 et l'étape 9 avec une transition par défaut. Donc c'est nettement plus compliqué de comprendre cette logique si on laisse les transitions directement connectées sur l'étape. En général, si on connaît un peu la notation BPMN et qu'on connaît les portes logiques, on pourra plus facilement comprendre le diagramme si on met de manière explicite les différentes gateways. Et éventuellement, il peut être intéressant d'ajouter un label sur les transitions ou alors carrément d'ajouter cet élément BPMN qui est une annotation texte qui nous permet éventuellement d'afficher des informations mais qui n'auront pas d'impact sur l'exécution.
Donc voilà un peu pour le tour d'horizon des éléments cœur du BPMN dans Bonita. Un dernier petit point avant de pouvoir se lancer sur le premier exercice, ça concerne l'utilisation du studio en général. Vous verrez dans les exercices, il peut être utile d'utiliser les corrections si jamais vous avez du mal à effectuer un exercice. Donc pour cela, vous trouverez le bouton Importer dans le studio ici pour aller chercher éventuellement un fichier de correction comme ceux qui sont fournis. Donc les points boss sont des archives qui contiennent les éléments pour la définition d'un processus, ainsi qu'on verra plus tard les interfaces utilisateurs, les modèles de données métiers, etc. Donc vraiment tous les éléments créés avec le studio Bonita. Donc vous pouvez les importer. Ici vous avez un rappel des éléments qui vont être importés. Donc on voit qu'ici je suis en train d'importer un diagramme et la configuration du processus. Et lorsque l'import s'est terminé avec succès, le diagramme est ouvert. Un autre petit point aussi, comme je l'ai montré tout à l'heure, on peut avoir des messages d'avertissement et d'erreur, comme ici sur la porte logique. Lorsque je vais corriger le problème, le message va éventuellement persister. Il faut aller dans l'onglet statut de validation pour rafraîchir la validation pour éventuellement faire partir le message d'erreur. Donc ici, si je corrige toutes les erreurs et que j'ai des conditions ou des transitions par défaut sur ma porte exclusive en sortie, à ce moment-là, le message disparaît. La validation est aussi accessible via un clic droit sur le diagramme, via le menu valider. Enfin, le dernier point, une fois que vous avez un diagramme qui est prêt à être exécuté, vous pouvez utiliser ce bouton dans le studio pour déployer le diagramme, déployer le processus dans l'environnement de test, et ça va automatiquement vous charger le formulaire qui permet de démarrer le processus. Donc ici, je suis sur ce premier formulaire. Quand je vais cliquer sur ce formulaire, l'exécution du processus démarre et je vais me retrouver sur la liste des tâches de l'utilisateur. Donc ici, je suis avec l'utilisateur par défaut Walter Bates de mon organisation de test. Je vois que j'ai une tâche de disponible. Je peux m'assigner cette tâche et l'exécuter. Si je souhaite redémarrer une seconde instance de ce processus, je n'ai pas besoin de retourner dans le studio. Je peux le faire directement ici depuis l'onglet de processus. Je vois tous les processus qui sont déployés. Et via ce bouton d'action, je peux démarrer une nouvelle instance ou un nouveau cas de processus. Je retombe à ce moment-là sur le même formulaire que précédemment. Si je vais dans ma liste de tâches, une fois que le cas a bien été démarré, je vois que j'ai une tâche en attente. Enfin, autre information utile, c'est que l'utilisateur par défaut ici est également administrateur. Il a les privilèges d'administration. Donc quand il est dans cette vue ici d'administration, on peut aller voir les processus qui sont actuellement déployés. Donc on voit notre processus avec sa configuration et diverses informations, des statistiques de nombre de cas démarrés. Et dans le menu cas ici, on peut voir les cas en cours et les cas archivés. Donc, pour consulter les détails d'un cas, il faut cliquer sur l'identifiant du cas ici. Et à ce moment-là, on voit par exemple quelles sont les tâches en attente, quelles sont les tâches qui ont été terminées, etc. On verra également quand on manipule des données, on a un formulaire de synthèse qui nous permettra de visualiser les données. Mais actuellement ici, il nous permet surtout de voir quand est-ce que le cas a été démarré et par qui. Et visualiser qu'actuellement, il y a l'étape de valider demande qui est en attente depuis la date qui est affichée ici. Donc voilà pour les aspects de modélisation de processus dans le studio, leur exécution, un petit aperçu du portail. Et donc maintenant, il est temps de passer au premier exercice. Donc dans le premier exercice, vous allez créer ce premier modèle de processus. Donc les exercices fournissent un aperçu de l'objectif à chaque fois, les grandes étapes pour réaliser l'exercice, également un descriptif détaillé pas à pas des actions nécessaires pour obtenir le résultat souhaité. Donc vous pouvez fonctionner en vous appuyant seulement sur l'aperçu général de l'objectif à atteindre, ou alors consulter directement les détails pas à pas des actions à effectuer pour aboutir au résultat souhaité.
Un petit rappel, donc les instructions de l'exercice et toutes les ressources liées au Bonita Camp sont disponibles sur GitHub, sur l'organisation Bonitasoft Community, dans le projet Bonita Camp, et ensuite donc dans l'onglet Release. Voilà donc pour ce chapitre. Dans le prochain chapitre, on abordera la gestion des données métiers avec la fonctionnalité de Business Data Model de Bonita.